Cristiano Ronaldo vient me voir, bah moi je dirais ok quoi. En fait j'ai tellement travaillé tout le temps pour devenir meilleur, je peux pas faire mieux et qu'essayer d'esquiver le sujet alors qu'en fait tu peux pas. Soit tu te formes, soit tu prends le wagon, soit t'es largué dans 2 ans. Quoi. Bienvenue sur le podcast de Number, où nous parcourons la France à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant et aux activités variées. À chaque étape, notre invité nous embarque dans son univers en choisissant un lieu marquant de sa ville, symbole de son aventure entrepreneuriale. Installez-vous, le voyage commence. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Number. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Étienne Bulidon, ostéopathe auprès de particuliers, mais aussi de professionnels et notamment des équipes de basket de l'ASVEL, féminine et masculine, auteur du podcast Et surtout la santé et enfin formateur en ostéopathie pour les sportifs. Nous allons voir durant ce podcast comment Étienne a développé son activité d'ostéopathie, avec comme aboutissement ou consécration, il nous le dira, le rôle d'ostéo de l'ASVEL, et ensuite élargit ses différentes activités entrepreneuriales. Salut Étienne. Salut Benjamin. Merci à toi pour ta présence. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors déjà je te corrige juste, je forme des ostéopathes, pas des sportifs professionnels. D'accord. Tu as dit que je formais des pros, mais je forme des ostéopathes, déjà diplômés, qui veulent se spécialiser dans la prise en charge des patients sportifs. Exactement. Ok, très bien, c'est ce que j'avais en fait, j'avais c'est en cette activité-là tête. qui est chez Number, et à côté mon activité ostéo, elle n'est pas chez Number, mais peu importe en fait. Et donc mon activité, elle est divisée en 4 volets, donc formateur, enfin chef d'entreprise, parce que c'est moi qui ai créé la formation, et formateur. Ostéopathe, évidemment, dans mon cabinet, là, dans le 7e, le quartier qu'on voit depuis votre van. À côté, qu'est-ce que je fais ? Le podcast, et surtout la santé. Donc là, on a publié ce matin le 101e épisode, donc ça fait bientôt 6 ans, je crois, que je fais ça. Et puis, je suis ostéo des équipes pro de l'ASVEL, filles et garçons. Donc ça fait 2 semaines chargées. J'imagine. Bon, on va parler de tout ça. Si on commence peut-être par ton activité d'ostéopathie. Ouais. Donc tu as été en collaboration quelques années. Et après très rapidement tu t'es dit je vais créer mon cabinet avec un côté je crois où tu as racheté une auto-école, tu as un petit peu tout détruit et tu as construit ton cabinet, c'est bien ça ? Ouais, c'est bien ça. Alors sauf que c'est pas rapidement parce que j'ai quand même fait 7 années de collaboration. Okay. Moi j'ai toujours cette vision de, avant de me lancer, j'aime bien être prêt. Et quand je suis sorti de l'école, je me sentais pas prêt à m'enfermer, entre guillemets, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas, dans un cabinet. Et donc du coup j'ai trouvé une collaboration avec une dame qui est aujourd'hui une très bonne amie et ma mentor en ostéo. Ça s'est très bien passé et donc ça a duré 7 années, avec une année de pause où je suis parti faire un tour du monde quand même. Mais voilà, je me suis pas mis à mon compte, on va dire, si tôt que ça. C'est-à-dire que j'ai créé mon propre cabinet à 30 ans. Donc voilà, c'est pas si tôt. Et puis ce cabinet, c'était une auto-école. C'est une opportunité que j'ai eue en discutant avec un gars dans la rue. Il m'a dit l'auto-école se vend là. Et puis du coup, je me suis dit ça ferait un bon cabinet. J'ai acheté, fait des travaux, mais j'y connaissais rien quoi. donc c'était une étape intéressante et parce que ça m'a aussi appris des choses sur l'investissement. Parce que j'ai acheté des murs, moi je connaissais rien, tu vois, entre la différence entre les fonds de commerce, les murs, etc. C'était très flou, je m'étais jamais questionné. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai encore une autre activité qui est l'immobilier. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on va parler comptabilité, mais Valentin le sait, et ce qui me suit, tous les sous que je gagne avec mon entreprise qui est gérée par vous, en fait, sont réinvestis. Dans l'immobilier, justement. Ouais, notamment dans l'immo. Ouais. Voilà, parce que je vis très bien avec mon activité d'ostéopathe et en fait, vu qu'on n'aura pas de retraite, en tout cas, c'est ma conviction. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est comme ça que je pense. Et j'investis. C'est un bon postulat. Après, si elle arrive, ça sera du bonus. Mais au moins de se la construire, je pense que c'est une bonne base de départ. Et tu dis que t'as pris ton temps avant de créer, mais 30 ans quand même, alors que tu avais une formation dans le médical, c'est-à-dire pas du tout formé à gérer une entreprise. C'est assez jeune quand même pour se dire je me lance à 30 ans, je rachète des murs, je casse un commerce pour faire des travaux. Tu étais accompagné, comment tu as tout découvert sur le tas, comment tu as fait ? Ouais, j'ai découvert sur le tas, mais moi je suis quand même assez sociable, les deux. Et du coup, je connais beaucoup de monde. Donc c'est vrai que dès que j'ai une problématique, j'ai tendance à appeler. J'ai pas cette mentalité, peut-être plus maintenant, mais j'avais pas cette mentalité d'ingénieur, tu sais, qui est de creuser les sujets. Dès que tu as une problématique, les ingénieurs ils creusent. Moi je creusais pas, je vais faire appel à droite à gauche. Et j'ai toujours été bien entouré parce que j'aime les gens, je crois.
Donc ouais, j'ai eu de l'aide, mais j'ai fait ça non, sans trop de préparation non plus. Et en ostéo, c'est pas si jeune. En fait, en ostéo, les gens ouvrent leur cabinet très rapidement en général. D'accord. Ouais, il y a beaucoup d'ostéos en sortant d'école à 24, 25, 26 qui ouvrent directement leur cabinet. Mais moi, c'est ce que je voulais pas faire. Donc voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est pas Pour très vieux non continuer plus. à te former, justement, ce que tu disais. Et Ouais. voyager, qui a été... Et ça a voyager. permis de te construire, tu as fait beaucoup de voyages. Je crois que j'ai noté une cinquantaine de pays. Ouais, je pense, ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant quand tu es collaborateur, c'est que tu n'as rien à gérer toutes les problématiques, justement, je sais pas, d'ampoules cassées ou de toutes les problématiques liées à une activité. En fait, tu les gères pas. C'est ton titulaire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est pas toi qui gères. Toi, tu arrives, tu travailles et c'est tout. Et moi, j'étais dans un cabinet qui tournait très bien. Donc, en fait, je voyais des patients. Je travaillais 3 jours et demi par semaine. Donc, pareil, ça me suffisait à vivre parce que j'étais plein. Et à côté, je lisais, je rencontrais des gens, j'écrivais, j'ai toujours aimé écrire. Et puis ça m'a apporté des opportunités aussi, on n'en parlera peut-être pas parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ma vie, mais j'étais chroniqueur pendant 3 ans à la télé. Je faisais des chroniques santé, là où j'ai rencontré Christian Tête-Doigt, vous allez voir juste après. Et voilà, j'ai écrit un livre, enfin, j'ai beaucoup voyagé, même après mon tour du monde. J'ai toujours eu à cœur d'expérimenter la vie, entre guillemets. On t'a bien mis à profit le fait que tu étais dans un certain cocon au niveau du travail avec 3 jours et demi qui te suffisaient à vivre pour continuer à côté à explorer plein de choses, te former sur d'autres sujets et réfléchir aussi un peu à comment tu voulais avancer et ce que tu voulais faire. Ouais, et c'est quelque chose que je garde encore aujourd'hui, tu vois, d'être là, enfin c'est un luxe. Là on est en semaine, je suis là, j'ai toujours du temps pour prendre le temps de prendre de la hauteur sur tout ce que je fais et me former. Et surtout aujourd'hui, je sais pas si on va en parler encore parce qu'on n'a pas un temps illimité, mais je trouve ça extrêmement intéressant de se former pour pas rater le wagon, tu vois, de l'IA par exemple. Y a des gens qui, plus beaucoup maintenant j'ai l'impression, mais qui disent oh, l'IA, et qui essayent d'esquiver le sujet alors qu'en fait tu peux pas. Soit tu te formes, soit tu prends le wagon. Soit t'es largué dans 2 ans. C'est un vaste sujet. Dans notre métier, en tout cas, de l'expertise comptable, il y en a plein qui veulent pas le prendre. Ça va être compliqué pour eux. Et justement, quand tu disais, j'étais dans un certain cocon où je m'occupais de rien, même de changer l'ampoule. T'étais en fait dans un système de collaboration, c'est ça? Toi, tu encaissais les soins des patients et après tu reversais un certain pourcentage ou tu avais un loyer auprès de l'ostéopathe dont tu parlais. En fait, c'est ça, en ostéo, le modèle, quand tu es collaborateur, c'est que tu rétroverses, en général, c'est 30%. Maintenant, c'est beaucoup 40% dans les grandes villes. Ça peut être 25%, peu importe, mais tu rétroverses un pourcentage, ce qui sert à payer les locaux, ce qui paye aussi l'attractivité du cabinet. Moi, maintenant, j'ai des collaborateurs, ils me reversent ce pourcentage parce qu'en fait, ils bénéficient des locaux, ils ne payent pas d'électricité, rien. Qui est cher quand même. Et puis bénéficier un peu de mon nom, de la réputation du cabinet. Donc voilà. Et justement, quand tu deviens ton propre chef, totalement, on va dire, avec ton propre cabinet, tu as réussi à garder cet équilibre-là ou tu as dû travailler plus? Non, j'ai toujours eu. Je me suis direct installé avec un collaborateur au bout de 3 mois. D'accord. Parce que j'avais encore une fois un bon réseau sur Lyon. Donc ça, au bout de 2 mois, j'étais plein. Et donc je me suis vite entouré pour ne pas faire des semaines de 50 heures d'ostéopathie. Après, je fais 50 heures. Si ma femme écoutait, je ne sais pas si elle va écouter, mais pas que d'ostéopathie. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si elle serait d'accord sur le fait que ma vie est équilibrée. Non, je travaille beaucoup, mais j'aime trop ça, quoi. Mais en tout cas, c'est équilibré entre les différentes activités. Et ouais, je fais attention de ne pas faire trop de consultations parce que si tu fais... moi, je fais quand même pas mal, mais si tu fais 50 heures de consultation, après t'es lessivé et tous tes projets à côté, t'as plus d'énergie. T'as plus de projets à côté en fait. Tu peux pas bien les mener. Sachant que j'ai un enfant aussi. Ouais. 3 ans. Voilà. D'où les semaines qui sont longues aussi, à tous les niveaux. Avant d'en venir peut-être à l'Asvel qui va intéresser, je pense, beaucoup de gens, il y a ce podcast que tu as créé en même temps que tu menais à bien ton activité. Comment l'idée t'est venue? L'idée, c'est que j'ai toujours aimé les podcasts. Moi, j'écoutais bien Tim Ferriss. J'ai toujours quand même eu un petit attrait pour l'entrepreneuriat et voilà, cette énergie qui fait que tu apprends un peu en permanence. Puis ça a commencé en France. Je sais pas si tu te rappelles de ce podcast de Antonin Archer qui s'appelait Nouvelle École. Oui, c'était le premier podcast français qui a vraiment cartonné. J'étais là, mais putain, le gars, j'aurais envie de poser les mêmes questions que lui, quoi. Enfin, je me trouvais au niveau, en fait, entre guillemets, en termes de questionnement pour créer mon podcast. Et puis j'ai rencontré une
une fille, une amie, quoi, qui est devenue une amie et qui est ma monteuse et qui fait mes montages. Moi, j'aime pas la technologie. J'essaie de m'y mettre avec l'IA, etc. Mais globalement, j'ai aucune plus-value à faire du montage de podcast. Donc ça, je délègue tout. Et j'ai rencontré cette fille qui m'a dit quoi, elle pouvait m'accompagner. Donc on est parti. Moi, j'étais son premier client. Et maintenant, elle fait que ça, d'ailleurs. D'accord. Et voilà. C'est une rencontre, en fait, qui a fait que j'ai pu y aller. C'est souvent comme ça que ça se passe, d'ailleurs. Non. Et maintenant, t'en es à plus de 100 podcasts tournés. J'ai vu 1000 avis 5 étoiles sur Spotify. Plus d'1 million d'écoutes. C'est incroyable. Bon, incroyable, je sais pas, mais parce que moi je le ressens pas forcément. Tu sais, quand je marche dans la rue, tout ça, les gens ils se disent oh là, c'est Étienne le podcasteur. Hein. Donc c'est vrai que des fois quand tu parles à des gens, tu vois qu'ils ont écouté tes podcasts, tu vois qu'ils te connaissent des fois mieux que des proches à toi qui écoutent pas les podcasts sur certains sujets. Et ça fait bizarre, mais je m'en fous. Tu vois que genre 1 million ou 10 millions d'écoutes, moi ça me change pas grand chose. Et je sais même pas, ça fait au moins 1 an que j'ai pas regardé le nombre d'écoutes. Je me connecte pas sur les statistiques, c'est pas quelque chose qui est important quoi en fait. Oui, en fait ton podcast c'est ton envie d'aller rencontrer des gens, de parler de ton métier, plus qu'un projet entrepreneurial, si je comprends dans un temps 1 en tout cas. Ouais, mon podcast en fait c'est une excuse pour aller rencontrer les gens qui m'intéressent et pour continuer d'apprendre. C'est une formation continue en fait, c'est un investissement. L'anecdote c'est que j'avais fait une formation qui m'a coûté plus de 500 € le week-end. Ostéo et qui m'avait pas appris grand chose, c'était sur les dents. Bref, j'étais frustré et puis en soirée un peu plus bas au Look Bar, je sais pas si tu connais ce bar. Bah non, c'est pas de Lyon, c'est une institution. J'avais rencontré un mec et on avait bien connecté et ce gars là en fait est une référence en France d'endodontie. Donc c'est devenu un pote et puis un jour j'ai fait un podcast avec lui avec un petit enregistreur qui n'était pas diffusé et puis j'ai appris beaucoup plus de choses en 1h30 qu'en un week-end que j'ai payé 500 balles. Je me disais ok, je vais mettre le budget sur le podcast, je vais apprendre plus de trucs. Donc voilà, moi ce qui me drive c'est apprendre des choses et puis rencontrer les gens qui m'inspirent et puis voilà quoi. Ok, tout à l'heure on parlait des semaines à rallonge. Quelle place prend les podcasts, le tournage? C'est variable, il y a des mois où je m'y mets un peu plus fort, où ça peut prendre 1 jour par semaine et puis il y a des mois où ça va me prendre 0 quoi. Mais globalement, je dirais que ça me prend... En fait, ça dépend les podcasts. Par exemple, si je veux voir un mec qui a écrit 3 livres et dont le sujet m'intéresse, ce qui est souvent le cas, je vais pas avoir des gens qui m'intéressent pas en fait. Faut que je lise les 3 livres. Donc si tu prends en compte ce temps-là, bah ouais. En fait, le travail il est déjà fait une fois que t'es en face des mecs. Ouais, un livre, je sais pas, ça prend combien de temps? 10 heures à lire. Donc des fois, je mets 30 heures pour préparer un épisode. Et en même temps, c'est de l'enrichissement personnel. C'est de l'enrichissement. Donc justement, on pourrait dire qu'un épisode me prend en moyenne 1 journée quoi. 2 journées le temps d'aller voir, on va dire 1 journée de préparation, 1 journée de déplacement, tout ça, 2 jours par épisode, ce qui fait 2 jours par mois au final puisque je fais un épisode par mois. Un épisode par mois, voilà. Ok, très bien. Bon, en tout cas c'est une belle aventure. Et en même temps tu as continué à te former sur ton activité d'ostéopathe, à être de plus en plus connu et jusqu'au point où tu es arrivé à être l'ostéopathe de l'Asvel, un des plus grands clubs français de basket. Ouais, éliminé en Coupe de France hier par Monaco malheureusement. Je comptais pas en parler, j'ai regardé le résultat ce matin, je me suis dit ouais, mais avant ça en fait, ce qui a été intéressant dans mon parcours, c'est que j'étais ostéo, j'étais consultant, donc là ça a été aussi quelque chose d'important pour moi, c'est qu'à 27 ans, donc là pour le coup c'était jeune, 27-28 ans, j'étais payé par des mecs, par des stars du basket pour aller dans différents clubs. Donc j'allais au CSKA Moscou à l'époque, qui était le meilleur club d'Europe, hein. Et donc là, j'avais un visa permanent pour la Russie. Je faisais des allers-retours pour traiter Léo Westerman et Nando De Colo, qui est une légende en fait. Là, il vient d'être nommé dans le top 25 des légendes de l'Euroleague all time. Donc bref. Incroyable, à 27 ans. Ouais, à 27 ans, je faisais ça, tu vois. Donc c'est ça aussi. J'ai commencé à communiquer un peu là-dessus. J'ai toujours un peu communiqué sur ce que je faisais. Et c'est comme ça que la présidente des filles, Marie-Sophie Obama, a dû voir, enfin je sais pas, un jour elle m'a dit quels sont tes tarifs et je dis bah c'est tant. Moi je croyais qu'elle voulait venir au cabinet quoi. En fait non, ils voulaient changer leur ostéo parce que ça se passait plus bien ou je sais plus quoi. Et ça s'est fait hyper naturellement, j'ai même pas démarché ou quoi que ce soit quoi. Et le premier, donc ça s'est fait certainement parce que tu avais eu l'occasion d'aller en Russie pour soigner des basketteurs hyper connus et très jeune, comment ça s'est fait que tu sois contacté par le club russe? Ben, c'est pas par le club, c'est par les joueurs en privé, les joueurs français qui jouaient là-bas, qui cherchaient un ostéo pour venir un peu les soigner et les suivre. Okay. Parce que le problème quand t'es joueur, c'est que tu changes de club, mais t'as pas vraiment de suivi. À chaque fois, t'arrives dans un nouveau club. Puis quand t'es en Turquie, en Russie, bon ben, le système médical, c'est quand même de bas niveau.
manière générale. Je veux pas faire de généralité, mais j'en fais une en disant ça quand même. Enfin, quand t'es en Russie, tu vois, vaut mieux pas se blesser en Russie, Ouais, de manière d'accord. globale. Ouais. Puis, de toute façon, tu Et perds en tes Turquie. repères. Tu peux même pas échanger. Quand un joueur français qui est en Russie ne parle pas russe, il peut En même pas plus, ouais. échanger avec les médecins. C'est important de savoir quand tu vas chez un Ouais, t'as pas ostéo. la confiance forcément. Enfin, Exactement. des exemples, j'en ai plein. Donc les mecs viennent souvent se faire soigner en France. Bref, c'est important pour eux qu'il y ait une sorte de suivi longitudinal d'un gars comme moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Et donc ce qui est intéressant, c'est comment je suis arrivé là. En fait, je traitais déjà des gars de l'Asvel à l'époque. Donc j'étais pas ostéo de l'Asvel, mais je traitais des joueurs de l'Asvel, dont un qui est l'invité du podcast qui est sorti ce matin, Nicolas Lang, c'est toujours un ami. Et un jour, j'avais invité, je vivais en coloc et je faisais souvent des soirées chez moi, j'avais invité Nico. Il m'a dit, bah, ok, je passe après le resto, je suis au resto avec Léo Esterman. Et j'étais là, bah ok, ouais, les gars, passez quoi. Bien avec lui. Et puis ils sont arrivés, et puis on s'est bien marré, on a passé une super soirée. Et puis Léo, le lendemain, on s'était revus, il m'avait expliqué qu'il cherchait un gars pour le suivre un petit peu. Et puis vu que le feeling était bien passé, ce qui est le principal en fait avec les joueurs, c'est d'abord que ça passe bien d'un point de vue humain. Et après, bon, évidemment, il faut que tu fasses tes preuves en tant qu'ostéo, mais à partir du moment en fait, où les gars ils voient que tu te déchires pour eux, entre guillemets, que tu es toujours dans cette recherche de progresser, bah, ils te respectent, ils recherchent des gars comme ça en fait. Donc bref, j'ai eu sa confiance et puis on a bossé ensemble pendant plusieurs années et ça s'est fait comme ça quoi, via des rencontres. D'accord. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est cool. Ça m'a foutu la pression. Ouais, j'imagine, ouais. Et c'est aussi pour ça, je me suis dit, oh là là, je soigne des mecs, ils gagnent des millions, faut pas que je fasse le con, quoi. Et en fait, je connaissais Jean-Marcel Ferret, qui est l'ancien médecin de l'équipe de France de foot et de l'OL, c'est une légende à Lyon en médecine du sport. Donc, je l'avais recontacté pour lui poser des questions. Des questions sur certains cas que tu avais rencontrés, exactement, en fait, exactement. des cas médicaux. Ouais, sauf que ce qu'il me racontait, c'était tellement intéressant. Je me suis dit, wow, mais attends, mais ça, faut le partager. Donc j'ai écrit un livre avec lui. Je l'ai interviewé, j'ai tout enregistré, et j'ai tout retranscrit dans un livre. Éloge du mouvement. Donc voilà, il y a eu plein de petites étapes comme ça qui font que... Ouais, en fait, c'est des petites étapes bout à bout qui te permettent déjà, toi, de monter en compétences, au final, hein, de toujours se challenger sur les différents cas que tu rencontres et aussi d'inspirer confiance, comme tu disais. Il y a le feeling qui est important et il y a aussi faire ses preuves, quoi. Quand tu vas avoir un joueur qui gagne plusieurs millions, lui, il a envie d'aller mieux derrière. Ouais, c'est clair. Et puis toi, tu as envie d'être OK avec toi-même et de pas te mentir, c'est-à-dire de te former en permanence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans, donc je suis pas vieux, j'ai un peu d'expérience, mais bon, je suis pas vieux. Mais si Cristiano Ronaldo vient me voir, bah, moi je dirais ok quoi. En fait, j'ai tellement travaillé tout le temps pour devenir meilleur, je peux pas faire mieux. Enfin, je pense pas pouvoir faire mieux. Et voilà, c'était aussi ça. Ne pas se mentir à soi-même, faire ton mieux toujours. Et puis après, bah, il se passe ce qui se passe. Mais au moins, en fait, je pense que la progresser. notoriété, la personne que tu rencontres, elle va apporter un certain stress, j'imagine. Mais le soin en tant que tel, c'est peut-être pas le plus compliqué, en fait. Hein. Tu aurais eu peut-être un soin plus compliqué le matin avec un inconnu lyonnais. Largement, ouais. Non, c'est pas le plus compliqué. Il y a juste des connaissances à avoir en plus pour certaines problématiques chez les sportifs, mais j'ai des soins beaucoup plus compliqués au cabinet que dans un vestiaire, ouais. Et puis la demande de certains patients est beaucoup plus importante que la demande d'un sportif qui a une tension et qui est très facile à faire passer, quoi. Bon, je dis pas que c'est toujours facile, mais des fois c'est des vrais casse-têtes. Parce qu'il joue tous les jours, enfin c'est aussi des problématiques différentes, quoi. Le sportif, dès le lendemain, il va rejouer et c'est des fois compliqué d'avoir des résultats quand ils sont dans cette industrie de toujours jouer plus, etc. Ouais, parfois l'ostéopathe te dit pendant 48 heures, faites pas trop d'efforts. Ça, tu peux difficilement le dire à un joueur qui a un gros match le lendemain, quoi. Là faut casser les codes, ces codes un peu à l'ancienne de certains ostéos, ouais, c'est clair. Ça marche. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu as eu un début de carrière dans le basket. Tu as joué très jeune et... Je parlerai pas de début de carrière. non, j'étais en centre de formation, mais j'ai pas eu de début de carrière. J'ai su très vite que j'allais pas être pro, mais j'étais resté au centre de formation parce que. Alors des blessures justement aussi. Non. Même si je m'étais pas blessé, je serais pas pro. Ouais, ok. Non, je vais pas raconter ce bullshit commun. Non. Je me suis blessé, c'est sûr que ça m'a pas aidé, mais même sans me blesser, j'aurais pas été pro, quoi. Mais j'étais quand même assez bon pour être au centre de formation. J'étais avec mes potes, donc. On passait avant tout le monde au self, enfin c'était cool quoi, je jouais au basket tous les jours, j'étais content, mais après je pense que j'en ai fait un peu trop au lycée, que justement du basket, j'ai joué un peu derrière en N3, N2, je sais pas si ça te parle, c'est des niveaux qui sont bons mais pas pro,
Et puis ça m'a saoulé en fait, j'en avais marre de me faire gueuler dessus par des coachs. J'avais envie de faire des soirées le samedi soir au lieu d'aller je sais pas où jouer un vieux match de basket. Donc ouais, non, j'ai vite arrêté. Ça fait au moins 10 ans que j'ai arrêté là. D'accord, mais il y a quand même cette petite passion du basket. Quoi, ça te sert quand tu soignes un joueur de l'ASVEL par exemple Ouais, ça me sert d'un point de vue social parce que j'ai les codes. Je comprends des choses qu'un gars, moi je vais pas citer, mais il y a des mecs qui arrivent dans ces milieux, mais tu vois qu'ils connaissent rien en basket. Des fois ils disent des trucs, t'es là, wow, putain, tu pannes rien toi. Et donc ça m'évite de passer pour un blaireau, on va dire, parfois, mais ça m'aide pas non plus énormément. Vaut mieux être un très bon ostéo et ne rien connaître au basket qu'être super fan de basket, tout connaître et être un ostéo moyen. Ouais, c'est quand même l'ostéo qui est le plus important. Si t'as les deux, c'est bien. Ouais, si t'as les deux, c'est cool. Il y a un podcast que tu as fait avec le médecin de l'équipe de France de foot, le Gall, qui disait en gros, tu peux pas ne pas prendre en compte la personne que tu as en face de toi. C'est des joueurs de foot professionnels qui gagnent plusieurs millions et qui ont des attentes hyper pointues. Tu dois comprendre leurs attentes, tu dois comprendre leur sport et ça va te permettre d'encore mieux soigner. Et en fait, c'est un peu ce que tu dis là sur le basket. Oui, il faut être bon ostéo et si en plus tu connais un peu le basket et les différents besoins et problématiques j'imagine du corps humain quand tu es basketteur professionnel, c'est encore mieux quoi. Ouais, c'est encore mieux, puis tu as tout l'aspect social, tu comprends mieux le contexte, tu sais que je sais pas, là il y a les playoffs qui vont arriver, donc tu peux être plus stratégique dans la planification des soins, etc. Tu vois, il y a des gens, ma femme, si je lui parle des playoffs, elle sait même pas ce que c'est que des playoffs, tu vois. Elle voit pas la différence entre le championnat, les playoffs, l'Euroleague, le championnat de France. Donc ouais, c'est vrai que si tu pannes rien à ce point-là, c'est compliqué de t'intégrer. Ça lui a fait ni chaud ni froid, la défaite hier soir à ta femme. Elle le sait même pas, non mais elle s'en fout complètement. Et toi, je pense qu'elle se dit, tant mieux, comme ça il y aura moins de matchs et Etienne il sera plus à la maison. Et pour toi, c'est un point sensible ou pas? La défaite? Ouais. Non. Bon, je préfère gagner, mais je suis pas fan, tu vois, de l'ASVEL. Moi, c'est mon taf. Bien sûr que je veux gagner, mais si on perd, bah c'est le jeu et je veux pas. Enfin, j'ai d'autres choses à penser, tu vois. J'ai pas. Non, c'est comme ça. Franchement, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait toujours chier, mais j'ai beaucoup de choses beaucoup plus importantes que ça dans ma vie, quoi. Bien sûr. Clairement. Et ton organisation avec l'ASVEL, tu dois être disponible les jours de match, la veille, le lendemain, ou alors c'est une prise de rendez-vous un peu classique, sauf que tu vas sur place, j'imagine. Comment ça se passe? Je vais sur place avec les garçons, je vais sur place. Donc là, vendredi, on joue contre le Pana en Euroleague, donc je serai sur place. Là, juste avant, quand je marchais pour monter de voir, il y a le kiné qui me dit qu'il faut que je vois un joueur ce soir. Donc je vais faire manger mon petit, retourner au cabinet après. Le temps que ma femme vienne prenne le relais, c'est toute une organisation, mais voilà, je vais voir un joueur ce soir. Donc au cabinet, ils viennent un peu quand ils ont besoin à la demande. Et puis, sur une urgence. Ouais, voilà. Et puis sinon, je vais les voir après les matchs, les garçons, et les filles, c'est après les entraînements. Donc hier, par exemple, j'étais au Palais des Sports et j'ai vu des filles après l'entraînement. Ok. Et là, comment ça se passe sur du soin classique, tu vois tous les joueurs ou tu vois vraiment au besoin? Non, au besoin. Tous les joueurs, ça ferait beaucoup. Non, au besoin, tu vois, là, les filles, elles s'inscrivent. Donc il y a 4 créneaux et elles s'inscrivent chaque semaine. Il y a 4 filles, je vois 4 filles. Et puis s'il y en a qui ont besoin d'une vraie séance, par exemple, hier, j'en ai vu encore 2 autres au cabinet. Voilà, ça varie en fait. D'accord. Donc le joueur, entre guillemets, dit je ressens le besoin et c'est ça. Je vais prendre une séance. J'ai mal au dos, j'ai mal je sais pas où, est-ce que je peux voir Etienne? Bon, bah ok. En concertation, j'imagine, il y a toi, l'ostéopathe, il y a le kiné, d'ailleurs le médecin. C'est quoi? C'est une organisation en pôle où il y a une décision commune? Ouais, bah t'as un chef un chef d'équipe, quoi, qui est le kiné, qui est salarié au club. Donc il y a 2 kinés. Il y a un kiné qui est chef d'équipe, on va dire. T'as le kiné qui est le second, quoi, qui est aussi salarié. T'as 2 prépas physiques qui sont salariés. Et le doc, il y a 2 docs qui sont pas salariés, qui sont comme moi, qui viennent au match et qui reçoivent les joueurs au cabinet. Et moi je suis l'unique ostéo qui suis là au match et pour les recevoir au cabinet. Là, mais je suis pas salarié du club. Je facture. Tu factures ta séance. Ok. Et ta disponibilité quand tu vas sur place après c'est un forfait mensuel, mais peu importe, je fais une facture. Je fais des factures. Je suis freelance entre guillemets, pas pour le club. Ostéopathe et freelance, voilà. C'est pas mal ça. On parle de comptabilité un petit peu dans ce podcast là. C'est un vrai sujet la compta. Donc sur ton activité classique, que je sais pas si tu es en BNC ou en CELARL, sur ton activité d'ostéopathie? Non, en ostéo, moi je suis en auto-entreprise. Je suis plafonné à 77 000. Oui.
Donc en fait, je fais ça. Je fais En 77 000. BNC, statut micro, Ouais. régime simplifié. Ouais, voilà. Ce qui fait que tu peux gagner, je sais plus, on a fait le calcul, mais je sais même pas exactement combien je gagne, mais ça doit faire, je sais pas, 3 500 € net par mois, tu vois. D'accord. Donc c'est cool, sachant que j'ai mes murs qui sont payés et tout ça. Et en fait, ça me fait vivre, parce que je n'ai pas besoin de gagner 10 000 € pour vivre, hein. Et à côté, ouais, j'ai de la SASU avec vous pour l'activité De formation. de formation. Ouais. Qu'on va voir juste après. Mhm. Et dans ta carrière, et notamment dans la carrière des différents basketteurs, quel est le plus gros défi que tu as rencontré de soins? Avec les basketteurs, Ouais. Quand là tu disais ce soir, genre, j'ai une urgence, il faut que je voie un basketteur après avoir donné à manger à oui, mon mais fils. T'as souvent des cas comme ça? en fait, le défi, c'est pas tout ne repose pas sur tes épaules. Au contraire, l'ostéo, c'est le gars qui peut un peu sauver la mise si les gens n'y Si arrivent le pas. reste n'a Mais pas marché. c'est plus le doc, tu vois, qui a la pression, le doc, les kinés. Qui Moi, est je suis, salarié. ouais, moi, je suis un peu le bonus. Donc, évidemment, faut pas faire de la merde. Ça m'est déjà arrivé, je touche du bois. Faut pas faire une manip et bloquer le mec ou des trucs comme ça, quoi. C'est arrivé avec un kiné qui a fait je sais pas quoi et qui avait réactivé une inflammation de la voûte plantaire. Le jour, elle avait pété un câble. Donc, ça, il faut éviter ce genre de truc, quoi. Moi, Là, c'est pas le gros défi, là, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Mais ça m'est pas arrivé. Ok, Après, cool. le plus gros défi, non, enfin, c'est toujours des défis partagés, donc c'est pas un défi. Enfin, c'est des défis d'équipe, mais. Là, je saurais pas dire comme ça. J'ai d'autres cas qui me viennent en tête, des gens plus en privé qui comptaient sur moi pour mettre en place des staffs médicaux. Donc là, c'était plus moi le chef d'équipe pour le coup. Et voilà, j'ai en tête quelqu'un à qui j'ai fait un podcast, Thibaut Geoffrey, et qui avait 2 épicondylites au coude, un truc vraiment très très inflammatoire avec des fissurations des tendons, je me rappelle plus exactement, mais c'était vraiment compliqué. Et là, j'ai mis en place un suivi kiné, psy, on a consulté des chirurgiens et j'étais vraiment en mode superviseur de la prise en charge. Donc ça c'est des vrais défis. Après, au basket, c'est pas moi le chef, donc il n'y a rien qui me vient là en termes de défis. Un peu moins de pression en fait que le doc principal, quoi. Ouais. Peut-être quand j'allais voir les joueurs à l'étranger, j'étais plus en mode chef d'équipe, quoi. J'organisais par exemple les étés des joueurs à Lyon, je les connectais avec les docs, les kinés, tout ça. Mais ouais, non, c'est toujours très partagé dans le sport. Il n'y a rien qui me vient comme ça. Okay. Ouais. Ça marche. J'ai eu des défis, hein, mais le plus gros, je sais pas. Et tu parlais tout à l'heure des stars que tu avais soignées en Russie. Quelle est aujourd'hui la plus grande star, tu penses, que tu as soignée dans le basket? Bon, c'est Nando Dokolo, ouais. Donc de l'époque où tu faisais les allers-retours en ouais, Russie. Maintenant il joue à Lasvel, donc je le vois très souvent. D'accord, ok. C'est toujours une star d'ailleurs. Mais ouais, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du basket français, Nando, ouais. Des fois on l'oublie parce qu'on le voit tous les jours dans le vestiaire en slip, mais ça reste une star, ouais, une grosse star. Ouais, c'est la personne que tu as soignée et on va dire qu'elle a... Oui, c'est la plus grosse star que j'ai soignée, mais je m'en fous en fait. Enfin, aujourd'hui, les stars, tout dépend de ce qu'on appelle une star, mais tu vois, des gens connus, j'en vois tout le temps en fait. Et c'est pas que je m'en fous, j'aime bien, mais le fait qu'ils soient connus, j'ai arrêté de les mettre sur un piédestal en fait. J'en vois tout le temps, des gens, des millionnaires et tout, mais en fait, tu te rends compte que c'est des humains normaux, surtout quand ils sont en slip sur la table en fait. Et qu'ils te parlent de leurs problèmes, c'est pas parce qu'ils sont riches ou quoi qu'ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème, ouais. Donc ouais, moi je m'en fous un peu de ce genre de truc, quoi. Ouais. Ça te stresse pas? Non, ça me stresse pas, et puis ça m'intéresse pas. Enfin, que le gars soit une star ou pas, c'est... En fait, je préfère traiter un gars intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens intéressants, qui font des trucs de leur vie, qui me stimulent, quoi, qui sont intéressants, et qui on peut parler, tout ça. Et ouais, je préfère ça qu'un gars super connu et qui décroche pas un mot de la consulte et qui est un peu antipathique. Ça me saoule, je m'en fous complètement que ce soit une star s'il est comme ça, quoi. Et les cas cliniques aussi un peu complexes, comme tu disais. Ouais, les cas cliniques un peu compliqués instants. qui me challenge, j'aime bien, ouais, clairement. Mais cette question de star, je m'en fous, quoi. Ok. En tout cas, t'as un palmarès dans le basket. Ouais, palmarès. Mais tu sais, moi, champion de France avec l'Asvel. Ouais, champion de France, champion de machin, mais je suis juste l'ostéo, je suis un petit truc dans la roue, hein, vraiment un petit truc. Ouais. Donc tu ressens quand même ce côté aventure, pression dans la compétition. Est-ce que tu te sens embarqué en fait, ou alors tu te dis plus non, ok, je suis leur ostéo, je viens de temps en temps. Ouais, je me sens... La vie de vestiaire en fait. Je me sens embarqué, mais encore une fois, j'ai plein de choses plus importantes pour moi dans la vie que si on gagne le match vendredi soir contre le Pana, tu vois. Ça va pas m'empêcher de dormir si on perd. J'ai envie qu'on gagne, mais j'ai d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Là, on parle de basket depuis tout à l'heure, mais la formation ostéo et sport,
J'allais y venir justement. Me challenge Parfait. beaucoup plus, prend beaucoup plus de place dans ma tête, me rapporte beaucoup plus d'argent. Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros dans ma tête que le basket. Et dans cette formation, c'est vraiment le challenge entrepreneurial qui prend le dessus. J'ai l'impression que tu auras cette fibre entrepreneuriale. Non, je pense que j'ai ces petites fibres. Moi, là, j'ai envie de te dire, wow, je sais pas, mais les gens qui me connaissent me diraient, mais évidemment que j'ai cette petite fibre entrepreneuriale, mais encore une fois, ce que j'aime, c'est l'aventure humaine, c'est le partage ostéopathique qu'on va avoir avec des ostéos qui sont souvent expérimentés. Il y a assez peu de jeunes au final qui viennent dans cette formation parce qu'elle est un peu chère. Donc c'est souvent le même profil, c'est des gens qui ont 5-6 ans d'expérience, qui plafonnent un peu, qui commencent à tourner en rond dans leur réflexion et qui viennent. Et en fait, ça crée une richesse vraiment humaine très très intéressante. Et ça, c'est trop bien. Mais tu mettais sur ton site, elle n'est pas prise en charge par les organismes de formation. Les gens qui viennent, c'est vraiment pour se former. Ouais, ils ressentent ce besoin, ils investissent, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. À tous les niveaux, parce que ça prend du temps. Ouais. Et financièrement, comme tu dis. Donc c'est une formation que tu as montée il y a combien de temps maintenant ? C'était en 2022. Ça fait que ça va être la 4e année là. Ouais. Mais ouais, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer pour le coup. Ouais. Ça, le cabinet, c'est pas que c'est moins vibrant, mais c'est la base, tu vois. Je ferai toujours ça, je pense. Même si demain, pour le coup, je gagne à l'euro million, que je suis millionnaire, je pense que je ferai toujours du cabinet. Du soin. Du soin, ouais. Parce que le cabinet, ce que tu kiffes, c'est le soin. Ouais. Là, dans l'école de formation, c'est cette fibre entrepreneuriale, ce côté entrepreneurial. Non, c'est le partage. En fait, ça nourrit mon côté entrepreneur, mais ce qui prend le dessus, ce que j'aime le plus, c'est de partager avec les gars. Ou les filles, de partager avec les participants et de créer cette communauté ostéo et sport. Parce qu'il y a toute une dimension communautaire dans le sens où quand tu fais la formation, tu appartiens ensuite au réseau ostéo et sport. Et puis c'est un réseau où on fait des événements, des visios, il y a des groupes de discussion, il y a un canal sur la comptabilité, l'investissement. Il y a des experts qui sont dans ces canaux-là, tu vois. Erwan, je sais pas si tu connais, qui était à Number avant, qui est un très bon pote. Bah, lui, il nous aide sur des trucs. Dès qu'il y a une question, Erwan, il nous répond. Enfin, c'est tellement plus grand que juste une formation que ça me nourrit beaucoup plus. D'accord. Demain, si tu me dis, tu t'es viré de l'Asvel, bah, ça me fera chier, tu vois. Mais demain, si tu me dis, tu dois arrêter ostéo et sport, tu peux plus faire ostéo et sport, bah, ça me fera beaucoup plus chier, quoi. Clairement, ça me nourrit beaucoup plus. C'est vraiment un énorme kiff. Et je néglige pas l'Asvel, c'est juste que ça prend beaucoup plus de place dans ma tête, ostéo et sport. Ouais, donc, dans ostéo et sport, donc, si je comprends bien, il y a ce côté formation où tu vas former des ostéopathes sur comment on va venir soigner un sportif. Donc des ostéos qui ont peut-être sûrement parfois plus d'expérience, d'années en tout cas, de profession que toi. Et après tu disais, ils rentrent dans un réseau avec toi, où tous en fait, vous partagez quoi, vos questionnements techniques sur des cas complexes, par exemple, comment je vais résoudre les difficultés sur un patient qui a mal, où je m'en sors pas, c'est ça ? Ouais, c'est ça, questionnements techniques, philosophiques, des questionnements de compta, des questionnements. En fait, on est quand même des petits chefs d'entreprise au final quand t'es ostéo. Donc des questionnements d'investissement. Là, tu vois, le groupe, le sous-groupe de discussion qui marche le mieux, là où il y a, parce que tu t'inscris dans les groupes qui t'intéressent en fait. Tu te fais pas spammer de trucs tous les jours. Enfin, si t'inscris dans tous les groupes, là, tu te fais spammer parce que c'est très actif. Mais le groupe où il y a le plus de gens, c'est ce groupe investissement. Ouais. Parce qu'en fait, les ostéos sont pas trop courants souvent, tu vois, de comment investir ton argent pour justement avoir une retraite, de créer ta retraite. Et donc voilà, il y a tout ça, c'est hyper nourrissant, quoi. C'est très juste ce que tu dis, c'est incroyable. D'ailleurs, aujourd'hui, tu dois avoir 80% du monde médical quand on prend des ostéopathes, des médecins, des chirurgiens dentistes, des radiologues qui évoluent sur un statut d'indépendant. Et pendant leurs 6 à 12 années d'études, à aucun moment on vient te former sur qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas être taisé, en fait. Tu te retrouves du jour au lendemain à aller travailler. Tu sais pas que tu vas pas avoir une fiche de paye. On te dit tu dois t'inscrire à l'ordre, tu dois t'inscrire aux URSSAF. Ok, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que des statuts, il y en a plein. Il y a le statut de la micro, comme tu disais tout à l'heure. Donc, à ne pas confondre pour les auditeurs qui nous écoutent, un statut d'auto-entreprise. Là, on parle de micro-BNC, qui est vraiment un statut réservé aux bénéfices non commerciaux, donc très souvent les activités liées à la santé. Tu as le régime de la déclaration classique de la 2035, où là, tu vas prendre en compte ton chiffre d'affaires et tes charges. Et après, tu as des statuts un petit peu plus de société, tels que les CELARL, etc.
vous n'êtes pas du tout formé à ça. Non. Et ce que tu dis, c'est que dans vos sujets de conversation, c'est ces questions-là qui reviennent en fait le plus souvent, quoi. Le plus souvent, je dirais que c'est quand même des conversations ostéo, mais dans les sous-groupes de discussion, ouais, le groupe investissement et juridique, on va dire, ouais, c'est ce qui tourne beaucoup. Puis après, tu as tous les jeunes là, qui partagent des trucs sur investissement en crypto, tout ça, moi, ça me parle pas. Oui, Mais, là, c'est au-delà. ouais, ouais. Mais non, mais mine de rien, tu vois, je sais pas, l'autre fois, il y avait quelqu'un qui posait une question. En fait, tous les jours, ça discute. Mais ce qui est trop bien, c'est que dès qu'il y en a un qui pose une question, bah il y a des autres personnes qui se sont intéressées à ça, donc ils partagent. Et toi, tu vois, même si tu participes pas, tu lis les discussions, et t'es là, wow, c'est un enrichissement énorme. Donc je pense que ma formation, elle change la vie des ostéopathes. Vraiment. Ça me drive. Parce que, est-ce que tu penses que l'ostéopathe qui n'est pas forcément dans ta formation, hein, il y en a plein, ils sont peut-être un peu plus seuls, en fait, ils ont moins ouais, c'est sûr. T'as pas d'accompagnement, en fait. En fait, tu te le crées, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand moi j'ai créé le cabinet, ben, j'avais un bon réseau, donc je me sentais pas seul. Mais ostéo-sport, ouais, c'est vraiment l'antidote pour lutter contre la solitude. Et oui, beaucoup d'ostéos se sentent seuls dans leurs réflexions, c'est clair, quand tu viens ostéo-sport, t'es plus jamais seul. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est marrant, tu vois, hier je recevais un mail de mon ostéopathe qui me disait qu'ils déménageaient et qu'ils allaient s'installer avec 3 ostéopathes. Okay. Donc voilà, il devait avoir ce sentiment de solitude. J'en ai jamais parlé avec lui, mais c'est vrai que... Parle-lui d'ostéo-sport. je ne manquerai pas. Mais il y a... Quand tu démarres et que tu viens en collaboration de quelqu'un, t'as aucune autre problématique que le soin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tu te poses quasiment aucune question. Le jour où tu ouvres ton propre cabinet, il y a toute la dimension juridique, il y a toute la dimension comptable, et puis surtout il y a des enjeux, c'est-à-dire que quand tu es en collaboration, bon, bah, tu travailles pas, t'as pas de patient, tu gagnes rien. Quand t'as ton propre cabinet, si tu gagnes rien, t'as quand même toutes tes charges à côté. Ouais, tu parlais tout à l'heure du loyer, de l'électricité. Il y a tout ça, il y a aussi la dimension marketing où les ostéos sont mauvais, je trouve. Parce que il y a tellement de concurrence en ostéo. Même moi, j'ai beaucoup de semaines d'attente, mais en fait, je néglige pas le marketing. Je continue à faire des posts, LinkedIn, tout ça de temps en temps, à faire des stories Insta. Parce qu'en fait, il y a tellement d'ostéos que tu peux pas négliger ça. Il y a beaucoup d'ostéos qui, il y a 10 ans, avaient 2 mois d'attente et aujourd'hui, ils ont des trous, tu vois, dans leur semaine. Et ces ostéos-là, s'ils sont largués en marketing, bah, ils auront de plus en plus de trous dans leur agenda. Parce qu'il y a des jeunes ostéos qui arrivent, qui s'y connaissent en marketing, qui sont assez bons en ostéo, assez pour que le patient ne fasse pas trop la différence entre ce que faisait l'ancien. Bref, rien n'est acquis en fait. Et ça, c'est pareil. On a un canal de discussion branding et marketing, qui marche aussi très bien. On partage un peu les stratégies. Donc, il y en a qui vont faire du SEO, d'autres des Google Ads, tout ça. C'est des trucs, moi, que je maîtrise pas parce que je fais pas. Mais je vois très bien ce que c'est, alors que je connaissais pas. Je suis le premier, en fait, à profiter de toute cette dynamique ostéo et sport. Et c'est pour ça que je peux témoigner que c'est un truc de ouf. Parce que j'en vois les bénéfices tous les jours. Mais ouais, le marketing, c'est un vrai sujet en ostéo. Comment se marketer de manière éthique, juste, professionnelle, pas comme un blaireau qui va faire un selfie parce que t'as traité la star de l'OL, tu vois. Enfin, moi je dis blaireau parce que je les prends pour des blaireaux, ces mecs. Quand je vois ça, je me dis, mais quel blaireau, tu vois. Bon, c'est un jugement qui est très personnel et c'est sans doute pas un blaireau, mais c'est ce que je me dis quand je vois les mecs qui prennent des selfies. Ouais, ça t'inspire pas confiance, quoi. Tu vas pas. Ça fait pas sérieux, quoi. C'est cheap en fait, le marketing, c'est cheap. Et il y a moyen de faire mieux, je pense. Et bref, ça c'est des sujets dont on discute et dont on s'inspire les uns et les autres, c'est une grande valeur aussi. En fait, c'est toute la dimension commerciale qui rentre depuis quelques années dans le domaine médical, qui n'existait pas avant. Avant, tu étais chirurgien dentiste, tu posais ta plaque, c'était suffisant. Tu étais référencé sur les pages jeunes. Après, tu t'es mis sur Doctolib. Et en fait, maintenant, il y a toute cette notion de concurrence. Parfois, c'est pas forcément évident, d'ailleurs, dans certains métiers médicaux, parce que tu as des ordres hyper présents et qui empêchent un peu toute publicité. Tu essaies un peu de contourner, beaucoup le font. Comment ça se passe dans l'ostéopathie vous avez... Bah nous, il n'y a pas d'ordre. Donc il n'y a pas d'ordre. En théorie, je crois que tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas d'ordonnance de métier réglementé. Non, mais tu as une éthique en fait. Moi, j'ai pas envie qu'on soit vu. En fait, je trouve que le gars qui fait un selfie toujours avec la même tête, avec tous les gars qui voient, je trouve que ça donne pas une bonne image de l'ostéopathe, quoi. De l'ostéopathie de manière générale plutôt.
Et, Je te proposerai pas de faire un selfie à la fin. J'ai compris. Non, j'aime pas ça. Ouais. Moi non plus. Et ouais, non, on n'a pas d'obligation, mais je trouve qu'on a une obligation un peu morale, éthique, parce que ouais, on est beaucoup traité de charlatans, les hostos. Nous, c'est pas prouvé par la science, tu vois, ce qu'on fait. Il y a plein de techniques qui marchent, mais qui sont pas prouvées par la science. Est-ce qu'il faut s'empêcher de les faire? Je pense pas, notamment dans le sport. Tu dois être efficace, en fait. Tu vas pas faire la dernière technique. Tu vas pas t'empêcher de faire une technique parce qu'elle a pas été prouvée par la science, lorsque tu sais qu'elle a marché sur je sais pas combien de patients et qu'il y a de grandes chances que ça marche sur le patient et que ça l'aide derrière. Tu vas pas te dire oh merde, j'ai fait le con, je fais une technique pas prouvée. Non, nous on est des artisans, tu travailles avec tes mains et tu as une expérience qui s'accumule au fur et à mesure des années qui fait que tu deviens normalement meilleur. En tout cas, c'est ma vision. Et moi je suis meilleur aujourd'hui qu'il y a 10 ans, clairement. C'est-à-dire que j'ai des meilleurs résultats, tout simplement. Et oui, ça tu peux le constater. Je peux le constater, ouais, c'est factuel. Après, j'ai pas fait une étude parce que j'ai pas le temps. Il y en a qui disent est-ce que c'est prouvé par la science que tu dis? C'est prouvé par le cabinet, c'est prouvé par. Le plus important, c'est le patient. Si le patient te dit j'ai plus mal grâce à toi. Ouais, je crois qu'on peut. Enfin, moi, j'aime encore bien me fier sur ce que je vois, tu vois. Est-ce que tu as besoin d'une étude scientifique pour te prouver que l'air de Lyon est pollué? Non, tu vois là qu'un nuage, tu vois que quand tu montes à Fourvière en courant, t'en peux plus, tu vois que tu as les yeux qui piquent, tu respires de la. Enfin, tu le sens. T'as pas besoin d'avoir une étude scientifique pour te le dire. Même si là, l'étude te le dit aussi. Donc voilà, je sais pas pourquoi je te raconte ça. La richesse du marketing et de bien le faire. Ah oui, c'est que moi je pense qu'on se doit, parce qu'on est souvent traité de charlatan, on se doit de communiquer de manière intelligente et propre, quoi. Pourquoi tu dis on est souvent traité de charlatan? Tu ressens ça? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Là en ce moment il y a quelque chose, il y a un gros courant anti-ostéo qui se passe, notamment de la part de l'ordre des kinés, de certaines personnes qui sont pas majoritaires mais qui font beaucoup de bruit. Et ouais, c'est chiant. Moi j'ai envie de prouver, ouais. Mais ça me challenge en fait, ça. Je suis limite content parce que ça me challenge à prouver entre guillemets, même si c'est pas ça qui va me driver de prouver aux autres. Mais c'est quoi? C'est la guerre du kiné qui a fait médecine, qui appartient à un ordre versus toutes les l'ostéopathie qu'on peut, alors j'aime pas trop ce mot là, mais ranger un peu dans les médecines dites douces qui au départ n'étaient pas reconnues, qui sont de plus en plus reconnues et de plus en plus plébiscitées, et d'ailleurs qui sont remboursées quasiment maintenant par toutes les mutuelles. Ouais, sincèrement je sais pas trop d'où ça vient, tout ça. Ça serait un sujet de tout un podcast, mais je pense pas que ce soit la plus-value aujourd'hui de parler de ça. On est pour parler d'entrepreneuriat, non? Mais ça te dérange en tout cas. Mais ça peut être un frein, l'entrepreneuriat. Ça me dérange, ça me challenge, on va dire. Ça te challenge. Ouais. Ça me dérange, ça m'empêche pas de dormir, mais ça me challenge, ouais. Okay. En tout cas, si on va 10 ans en arrière, je pense que la part des mutuelles qui remboursaient des soins d'ostéopathie était assez faible. Aujourd'hui, c'est quasiment toutes. Ça, pour le coup, c'est un vecteur non négligeable pour l'entrepreneuriat dans l'ostéopathie. Parce que quand si on prend le cas de tout le monde, je veux dire, si tu vas voir ton ostéo, c'est entre 60 et 80 euros, je pense, à peu près, ouais. À peu près une consultation. Entre si elle t'est remboursée et si elle ne t'est pas remboursée, ça change quand même beaucoup de choses. Ça change tout, en fait. Ça change beaucoup au niveau français. Enfin, ouais, ça changerait tout. Si demain les mutuelles remboursent plus l'ostéo, il y a plein d'ostéos qui coulent. Mais de la même manière que si toutes ces formations qui sont remboursées par des CPF ou des trucs comme ça, si demain les CPF ils coupent les robinets. C'est en train d'ailleurs un peu. Ouais, tu vois que tout le monde. Ouais, oui, c'est sûr. Clairement. Bon, toi la tienne elle ne l'est pas, donc au moins ça sera pas un frein. Non, ma formation elle est pas remboursée. Puis tant que je peux continuer. J'ai pas envie de monter un gros organisme de formation. Moi, ce que j'aime, encore une fois, c'est vraiment partager avec les ostéos, et pour ça, on peut pas être 50. Oui, puis c'est la qualité de ta formation. Si tu avais 100 personnes, ça serait pas la même qualité. Ce serait plus le même projet entrepreneurial d'ailleurs. Et toi, tu l'as dessiné, tu l'as écrit pour ce que tu es en train de faire. Et c'est ce qui te plaît, quoi. J'ai pas envie de scaler comme tous ces entrepreneurs. Avec des vidéos et un abonnement. Non, puis la plus-value, moi je pense que la plupart des gens ils viennent parce qu'ils m'aiment bien, quoi. Ils voient ce que je peux leur apporter, ils devinent en tout cas, ils ont entendu parler de la formation, ils m'ont entendu sur les podcasts. Puis ils veulent me voir moi, quoi. Je peux pas mettre un autre gars. Non, ce serait pas pareil. Et moi j'ai envie de d'échanger, de former. Sur Instagram, suivez-moi, vous allez gagner 10 000 euros par mois grâce à mes conseils. Je suis pas trop dans ce délire. Il te voit le premier jour. Ok, est-ce qu'aujourd'hui c'est la création de cette école, c'est ton plus beau défi entrepreneurial que tu as fait? Ouais.
Parce que j'ai pas eu 15 000 défis entrepreneuriaux. Ouais, non, c'est mon plus gros, bah ouais, clairement. Ouais. Ouais. Bah ouais. Après, j'ai l'immobilier à côté qui me challenge, mais ça marche pas, ça me change pas la vie. Mais bien sûr, j'essaie de faire des bonnes affaires, de me renseigner, de me former un petit peu tous les jours sur l'immo. Mais ouais, non, le plus gros, non, mais oui, c'est sûr. Ouais. Et si on ramène un peu ça à on parlait tout à l'heure d'organisation, de ton temps et aussi de rémunération, aujourd'hui, quel est le poids de cette école que tu as créée? Bah aujourd'hui, je gagne plus d'argent grâce à Ostéo et Sport que grâce à mon cabinet. D'accord. Ouais. Demain, je peux arrêter mon cabinet et faire que de la formation si je veux. Mais ça m'intéresse pas. Mais t'as cette fibre soin quand même Puis même, encore une fois, c'est une question de se regarder dans le miroir à la fin de la journée. T'as des formateurs qui soignent plus de gens. Moi, ça me parle pas. Mais je les critique pas. Mais moi, personnellement, je pourrais pas former les gens si moi-même je soigne plus de patients, quoi. Ça en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant de démarrer, t'as la casquette du soin, la casquette technique, c'est-à-dire tu es ostéopathe, tu soignes, et après la casquette chef d'entreprise. Et en fait, suivant l'évolution un peu des projets, tu as une casquette qui peut prendre le dessus, etc. Et toi, ce que tu me disais, c'est grosso modo, j'adore l'entrepreneuriat, mais je pourrais jamais me passer des soins que je fais pour mes patients, quoi. Ouais, bon après si je dois m'en passer pour X raisons, parce que je me fais couper les mains, encore une fois, je vais continuer de vivre, hein, mais c'est ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui. C'est le socle de tout en fait. Ouais, je me vois pas faire tout ce que je fais à côté s'il n'y a pas ce côté cabinet. Parce qu'en fait, quand je vais voir des gens dans un podcast, ma motivation, encore une fois, c'est d'apprendre. Ouais. Mais c'est pas juste c'est pas que de la branlette intellectuelle. Je veux que ça m'apprenne concrètement à mieux aider les gens en fait. Mais ouais, tout est centré au final sur ça. Et même dans l'aspect formation de mon quotidien, les cas cliniques que je vois m'inspirent en fait pour ensuite partager dans la formation. J'aurais beaucoup moins de choses à partager si je travaillais pas. Ouais, c'est un peu un engagement vis-à-vis des personnes qui font la formation. Ouais, et puis en plus, moi je leur partage mes challenges au quotidien, tous les cas cliniques, je leur partage, enfin on réfléchit. Encore une fois, tu viens dans Ostéo et Sport, tu t'ennuies plus jamais dans ta vie. Ça me donne envie. Bon, je suis pas du tout ostéopathe, mais ça me donne envie. Tu tournes pas en rond, parce que des ostéos, ils sont à. Je sais pas, je pense au Puy-en-Velay, ça me fait marrer parce que je la charrie tout le temps. Il y a une ostéo qui est au Puy-en-Velay. Donc je connais pas le Puy, hein, je pense que c'est une assez grande ville, mais pour moi, Puy-en-Velay, c'est un peu un endroit paumé. Tu vois, je me dis, l'ostéopathe qui est au Puy-en-Velay, il est connecté à toutes ces cas cliniques et tout. Donc après, il voit des choses au cabinet. Heureusement qu'il a fait la formation. Ouais, moi, sincèrement, encore une fois, je pense que cette formation peut changer la vie des gens. Ouais. Vraiment, et je la fais pour ça. Bon, merci en tout cas pour ton retour sur l'école et sur ce business que tu as créé. Tout à l'heure, on parlait un peu d'organisation du temps avec ta vie familiale, ta vie professionnelle bien riche, ta femme qui te dit attention, le petit au milieu. Il y avait beaucoup de voyages, on en a parlé tout à l'heure, je crois. Voilà, il n'y a plus de voyages. Il n'y en a plus, hein. Non, c'est ça, la variette d'ajustement, elle est là. Exactement. Non, il n'y a plus de voyages en ce moment, enfin des petits trucs, mais déjà prendre l'avion tous les 4 matins, ça me parle plus. Ouais. Après, je dis pas que je prendrai plus jamais l'avion de ma vie, mais c'est vrai que si je peux éviter de prendre l'avion, je trouve ça plus cool. Mais non, il n'y a plus de voyages. Et puis comment je m'organise, ça m'intéresse l'organisation. J'ai un très bon pote que j'écoutais en podcast là en venant, qui s'appelle Julien Guénia, qui a un site qui s'appelle organisologie.com, qui est spécialisé de l'organisation. Donc c'est des sujets dont j'entends parler depuis un moment. Ouais, c'est un point très important, l'organisation. Ouais. Et comment je m'organise, je sais pas, je me libère des plages, je fonctionne par bloc. Donc j'ai des blocs de consulte. Déjà, je fais pas souvent, on va dire, des grosses journées de consulte, 8h, 20h, tu vois, c'est rare. Souvent, je fais des blocs de 6-7 heures de consulte. Par exemple, je commence à 6h30 du matin et je vais finir à 12h30, 13h, quoi. Ce qui fait qu'après, tu peux manger, je peux faire une petite sieste, ça c'est génial. Puis après, j'enchaîne sur les autres projets. Et voilà, et je fais par bloc comme ça. Et ça reste des énormes journées. De toute façon, je pense que quand on a entre 30 et 40 ans, une vie de chef d'entreprise, ou une vie d'ailleurs de salarié bien remplie, à côté d'une vie familiale, c'est un défi organisationnel de tous les instants. Ne pas s'intéresser à l'organisation me paraît curieux quand on est dans des vies bon, j'ai bien noté. Peut-être que les voyages reprendront un jour. Oui, et si c'est pas en avion, ça sera en voiture au Puy-en-Velay, justement. Ouais, peut-être qu'on ira au Puy. Ouais. Je pense que c'est sympa le Puy, c'est juste que
Ça me paraît être un peu loin. Ok, bah écoute, on arrive sur la fin de ce podcast. Merci pour ton feedback. Moi, c'est vraiment ce que je retiens et ce que je trouve hyper intéressant, c'est ta bascule avec d'un côté vraiment le soin, l'ostéopathie qui t'a mené jusqu'à être aujourd'hui ostéopathe d'équipes professionnelles, sportives, etc. Et à côté, en fait, tes défis au quotidien et notamment ton défi avec ton école où j'ai l'impression quand tu en parles, c'est là que je te sens le plus embarqué et le plus engagé, qui est une belle histoire entrepreneuriale. Et c'est vrai que, en tout cas, ça me parle, tout ce que tu dis. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui évoluent dans le médical et qui deviennent de vrais chefs, quoi. J'aime pas ce mot de vrai chef d'entreprise, les autres ne sont pas des faux, mais cette casquette de chef d'entreprise, de je crée des choses, de je m'intéresse au marketing, je m'intéresse à tous ces sujets-là et je continue à me former pour exceller. C'est vraiment intéressant. C'est bien parce que moi j'ai longtemps été dans une sorte de... J'avais des croyances limitantes du type, non, tu peux pas être soignant et entrepreneur, tu sais, les deux sont pas compatibles. Pourquoi, je sais pas, mais c'est un peu ce truc de... je sais pas, de judéo-chrétien, de le business est mal, tout ça. Et ouais, j'ai rencontré, alors c'est pas que pour ça, mais il y a eu vraiment un shift. C'est que j'ai rencontré un gars qui est un pote d'ailleurs, je vois demain soir, qui s'appelle Pierre David, et qui a créé la dépolarisation. C'est une méthode de préparation mentale, quoi, où tu vas te dépolariser. C'est-à-dire que si tu dis non, le soin, moi, être soignant, entrepreneur, c'est pas compatible. En fait, déjà, c'est un signe de polarisation. C'est que dans ton cerveau, tu sépares les choses. Et il y a tellement de gens polarisés, et je l'étais aussi sur plein de sujets, je le suis encore pour certains sujets. Évidemment, on est tous polarisés en fait, mais il y a des gens qui sont tellement polarisés, j'allais dire paralysés, qui sont paralysés et qui sont là, qui ont des avis très rigides sur les choses et qui sont coincés dans leurs avis. Et en fait, tu as envie de leur dire, mais oh, prends du recul et en fait, crée des liens entre différentes choses. Et tu te rends souvent compte que quand tu es polarisé sur quelque chose et que tu rejettes quelque chose, enfin, je vais pas te faire un cours de psychologie à la con, mais bref, j'ai démystifié, je me suis dépolarisé et aujourd'hui j'assume que tu peux être soignant et 100% impliqué en tant que soignant et 100% impliqué sur une opération immobilière à côté, 100% impliqué sur de l'entrepreneuriat, et qu'en fait t'es un tout, t'es un humain et rien ne t'empêche d'être bon un peu dans tous les domaines tout en priorisant quelque chose. Moi je priorise le soin parce que c'est comme ça, quoi, mais il y en a d'autres qui priorisent l'entrepreneuriat et puis c'est pas grave. Le message est passé et il est très inspirant, je pense. Il va parler à beaucoup de personnes qui sont dans le domaine médical et dans le domaine du soin. On verra. Une dernière question pour terminer. Tu m'as cité pas mal de personnes. Qui est-ce que tu verrais prendre ta place dans le van pour un prochain podcast sur l'entrepreneuriat ? Pas forcément un gars qui est chez Number, du coup. Non. Bon, Pierre David, je lui demande demain soir si tu veux. Lui, il va vous retourner le cerveau. Ça marche. Écoute, le message est passé. Merci à toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et de belles aventures. Merci Benjamin. À plus tard. Ciao. Salut.